Bien, dans le cadre de l'émission Livres en partage, animée par Alain Capdegel, nous recevons José Cubero pour parler de son dernier livre, Histoire sociale et industrielle des Hautes-Pyrénées, les entrelacs du local et du national. Est-il nécessaire de présenter José Cubero? José Cubero, historien, auteur de nombreux livres sur l'histoire du département, mais au-delà, sur l'histoire des Hautes-Pyrénées, sur l'histoire des républicains espagnols. Vous avez écrit beaucoup de livres dessus, très intéressants, sur l'histoire sociale aussi, et aussi sur des sujets plus généraux. J'ai le souvenir du livre sur l'affaire Calas, sur la tolérance. José Cubero est bien connu, puisqu'il a été président de l'UTL pendant de nombreuses années, mais il est connu aussi sur le plan départemental et au-delà. Donc, bonjour José Cubero. Vous publiez donc ce livre, Histoire sociale et industrielle des Hautes-Pyrénées, les entrelacs, je lis la totalité, les entrelacs du local et du national. En regardant cela, vous nommez bien les choses. Vous nommez bien les choses, à savoir qu'il s'agit du social et de l'industrie, et du local et du national. Qu'avez-vous voulu faire par là? Alors d'abord, bonjour Bernard Besson. J'ai voulu faire au départ une histoire de l'industrialisation. Mais je voulais comprendre comment ça s'était passé depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Parce que pendant très longtemps, on a vécu sur un schéma qui a été pratiquement toujours le même. Et puis, dans la dernière période, il y a eu quand même un changement qui a été traumatisant et qui a été en même temps, je dirais, significatif et porteur peut-être de certains espoirs pour l'avenir. Mais l'avenir, je ne le connais pas. Il ne m'appartient pas. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a eu un entrelac constant entre le local et le national. Oui. Les grands groupes avaient souvent des filiales qui se trouvaient dans le département des Hautes-Pyrénées. Et bien entendu, ces filiales dépendaient de la stratégie des grands groupes. Et lorsque certaines entreprises ont été sacrifiées, parce que moi je pense qu'elles ont été sacrifiées à la stratégie globale de ces groupes. Donc il y a eu constamment, dans l'histoire de l'industrialisation, je dirais, une relation, ce que j'ai appelé les entrelacs, entre le local et le national. Le national est toujours là. Quand on creuse un petit peu, il est toujours là. Mais on a l'impression que ce sont les Hautes-Pyrénées seulement qui sont concernées. Erreur profonde. C'est les Hautes-Pyrénées, mais c'est aussi au niveau national que les choses se jouent. Il y a des exemples qui sont nombreux. Par exemple, certaines entreprises qui disparaissent. La société de matériel de forage, ou la Serraver, qui est intégrée dans le groupe, la CGE, la Confédération Générale Électrique. Bon, voilà. Mais il y a d'autres exemples, bien entendu. J'ai été étonné parce que lorsqu'on a construit le barrage de Pragnères et que l'EDF a commencé à équiper la montagne, enfin, a continué à équiper la montagne après la Seconde Guerre mondiale, j'ai été frappé de voir que l'EDF s'était adressé à des groupes nationaux qui avaient fait de la sous-traitance avec des groupes très connus au niveau local, comme le groupe Gallego, Coll, etc., ou Mir. Donc il y a toujours ces entrelacs. Et si on revient, José Cubero, parce que de toute façon, je crois que c'est Ferdinand Foch qui a écrit ça un jour, il a écrit un peuple sans passé est un peuple sans avenir. Oui. Un peuple qui ne se souvient pas, c'est un peuple sans devenir. Si on prend l'histoire de l'industrialisation des Hautes-Pyrénées, à partir de quand cette industrialisation a-t-elle commencé? Alors là, bon, disons que la création de l'Arsenal a été emblématique. C'est 1870-71. En même temps, c'est une période de transition entre le Second Empire et la Troisième République. La Troisième République a été proclamée le 4 septembre 1870. Donc, il y a eu une première industrialisation. Ensuite, il y a eu une seconde industrialisation. C'était la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, où il y avait des industries de défense nationale. Il y en avait quand même 34 dans le département et dans les 3 arrondissements. Mais la véritable industrialisation,
où il y a eu une véritable chaîne économique qui s'est créée, c'est, je crois, le début des années 20. Alors cela m'entraîne à parler des sources, parce qu'il y a eu une thèse monumentale de Louis Laspal, qui a étudié Tarbes dans l'entre-deux-guerres. Moi, j'ai utilisé aussi en complément les rapports des préfets. Et puis ensuite, bien entendu, j'avais quand même travaillé sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, que j'ai un petit peu recyclé dans cette industrialisation, puisque ça en fait partie. Je ne me voyais pas faire l'impasse sur la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, parce que des choses importantes se sont jouées d'un point de vue social, même si ce n'est pas forcément économique. Et puis après, il y a tous les articles universitaires qui ont paru, et puis après, il y a la presse locale. Donc, voilà, il y a ces entrelacs qui sont constants, et cette histoire qui apparaît en cherchant des sources diverses et en les croisant, en les comparant, etc. Ce qui est frappant à la lecture de beaucoup de sujets, mais au début de votre livre, c'est la mise à disposition des petites entreprises locales, y compris le petit atelier, à la disposition de l'armement de la France pendant la Première Guerre mondiale. Oui, ça m'a frappé. Ah oui, mais... on parle de gâches, on parle de... etc. Oui, disons que moi j'ai eu une chance, c'est de tomber aux archives départementales sur ce qu'on appelle les papiers militaires. Donc j'ai consulté tous les papiers militaires de cette période-là. Et effectivement, j'ai pris conscience véritablement que pendant ce qu'on appelait la Grande Guerre à l'époque, on ne parlait pas de guerre mondiale, la Grande Guerre, il y avait effectivement des industries de la défense nationale qui s'étaient créées partout dans le département. Mais attention, c'était essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement des industries qui produisaient des obus. Oui. On produisait des munitions. Donc, il y avait 34 entreprises dans le département. Et Tarbes avait un arsenal. Il y avait les établissements de Gâches qui faisaient des selles. Des selles pour quoi faire ? Pour les canons de 75. Parce qu'il y avait une artillerie légère. L'état-major ne pensait au départ que c'était l'artillerie légère qui jouerait un rôle important, ne pensait pas du tout à l'artillerie lourde, qui va jouer un rôle essentiel par la suite. Et donc, il fallait des chevaux pour tirer. Et Tarbes produisait des chevaux. Voilà. Et Tarbes est devenu un complexe, alors je recycle une expression qui vient d'ailleurs, un complexe militaro-industriel. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait 4 régiments, qu'il y avait l'élevage des chevaux, qu'il y avait un arsenal, qu'il y avait une école d'artillerie. Donc tout cela formait un ensemble où l'élément militaire était prédominant. Ouais, prédominant, et c'était une cohérence économique et, tout à fait, et sociale. Tout à fait. Il y avait une sorte de filière là aussi, oui. Mais autour de l'artillerie. Même s'il y avait un régiment d'infanterie. Mais il y avait 2 régiments d'artillerie, un régiment de cavalerie et un régiment d'infanterie. Et alors, en nous promenant sur les berges de l'Adour, chaque fois je pense à ce boulevard Jean-Raoul Paul et à Jean-Raoul Paul. Oui. Est-ce qu'on connaît bien ce qu'a apporté Jean-Raoul Paul à l'économie, à l'industrie tarbaise? Vous en parlez beaucoup dans votre livre, et c'est bien, enfin, de mon point de vue, parce que ça resitue un peu l'industrie tarbaise et l'hydroélectricité et les chemins de fer dans le contexte du développement industriel de Haute-Pyrénées. Ah ben vous avez tout à fait raison. Je crois que la compagnie des chemins de fer du Midi, dont Jean-Raoul Paul était le directeur, qui succédait au Ferroperer, oui. Donc ça joue un rôle essentiel. C'est-à-dire que les commandes de la compagnie ont créé une véritable filière technologique. Parce qu'il fallait équiper la montagne, mais elle était équipée avant la Grande Guerre. Parce qu'il y avait déjà Villelongue, oui, avec la hauteur de chute la plus importante d'Europe, etc. Et puis après, on va équiper la montagne parce qu'il y avait une demande. Parce que les Hautes-Pyrénées ont loupé totalement la première révolution industrielle, qui était fondée sur le charbon. Sur le charbon, oui. La seconde révolution industrielle, ils avaient tous les atouts. Ils avaient la montagne, produisaient l'électricité. Donc on a utilisé comme source d'énergie l'électricité. Et la compagnie des chemins de fer du Midi a
en voulant équiper la montagne, en ayant besoin d'électricité, a favorisé la création de turbines d'alternateurs, mais de conduites forcées, de pylônes, et puis aux constructions électriques de France qui se sont installées à ce moment-là, de locomotives, les fameuses bébés. Oui. Et donc, voilà, il y avait un effet d'entraînement qui a été créé par la Compagnie des chemins de fer du Midi. Et il faut rajouter, et vous en parlez aussi dans votre livre, Soulet à Bagnères, Tout à fait. qui était au départ, je crois, une entreprise de menuiserie, non? C'est ça, faisait des chars agricoles en bois et qui s'est reconverti à partir des commandes de la Compagnie du Midi en faisant des wagons. Elle a produit beaucoup de wagons, des tramways aussi, mais alors elle avait une particularité, l'entreprise Soulet, c'est que c'était des capitaux aux Pyrénéens. C'était une des rares, avec Gache. Oui, avec Gache. Voilà, donc c'était capitaux pyrénéens. Tous les autres capitaux venaient d'ailleurs. Parce que, bon, Abadi de Sarancolin expliquait que on n'investissait pas dans le département, dans l'industrie. On investissait dans la terre. C'était un petit peu le modèle toulousain qui datait d'une période antérieure. Et voilà, la terre, c'était la valeur refuge. Tandis que l'industrie, c'était plus aléatoire. Mais il y avait quand même ces entrepreneurs, Soulet et puis Gache, avec bon, des profils différents. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et si on en vient donc aux effets démographiques, Oui. Au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la population, etc., on s'aperçoit quand même que, au plus fort de la Grande Guerre, l'Arsenal a employé 16 000 personnes, c'est important. Ah, c'est très important. Et notamment des femmes. Très important, et notamment des femmes. Près de 9 000. Hein. Donc, alors, la main-d'œuvre de l'Arsenal était très diverse. Au début, je pense que l'on fait une erreur. En ce sens qu'on pense que la guerre sera courte. Pour les vendages, ils seront revenus. Ils ne reviennent pas. Ouais. Pour la loi, ils seront revenus. Ils ne reviennent pas. Et la guerre va être longue. Donc on pense que la guerre sera courte et on mobilise des ouvriers qualifiés de l'Arsenal. Et tout à coup, on se rend compte, parce qu'on a des réserves. On a des réserves d'obus. On dit on a suffisamment de réserves. Et on se rend compte très vite qu'on manque de main-d'œuvre. Et on engage à tout va. Mais alors à tout va, y compris un personnel non qualifié à l'époque, qui se forme sur le tas. Mais on engage des affectés spéciaux, ce sont des ouvriers qui sont mobilisés sur place, ce qu'on appelle les ouvriers militaires. On engage des femmes, qui sont très nombreuses, qui viennent le long de la voie ferrée de Vic jusqu'à Lourdes, par tramway ou par train, et qui partent de leur village parfois à 3, 4, 5 km à pied, été comme hiver, parfois en pleine nuit, donc un travail dur. Hein. Ensuite, on engage des travailleurs coloniaux, parce que la France est très fière de ses colonies à l'époque. Donc, on engage des travailleurs coloniaux. On dit des Anamites, mais ce sont des Vietnamiens. Voilà, mais ce sont des Vietnamiens, en fait. Et des Malgaches. Et puis, les femmes, les travailleurs coloniaux, les affectés spéciaux et quelques étrangers. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques Belges qui sont engagés. Parce que c'est un établissement militaire. Hein. Et parce que normalement, il faut être français, de nationalité française. Voilà. Et donc, 16 000 personnes, c'est considérable. Seulement, un drame se produit. C'est qu'on retire à Tarbes la production, à l'Arsenal, la production de l'obus 75, qui est moins chère que dans les autres arsenaux. Mais seulement, il y a un inconvénient majeur, c'est qu'on n'a pas de wagon. Parce que c'est les militaires qui définissent les priorités. Et les priorités, c'est 1, les permissionnaires, 2, les blessés, mais je pourrais placer les blessés d'abord, les permissionnaires, les munitions et les équipements. Et des wagons, il n'y en a plus. Et la CCI en cherche des wagons, et n'en trouve pas. Le préfet en cherche des wagons, alors que Soulet en produit. Tout à fait. Seulement, ils sont utilisés aussitôt. Et c'est pas les civils qui choisissent les priorités, ce sont les militaires. Et donc, peu à peu, comme on est loin du front, on est très loin du front, ce qui est un inconvénient. Un avantage parce qu'on est relié par chemin de fer. Mais le chemin de fer, si on n'a pas de wagon, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, effectivement, les effectifs commencent à diminuer. Et à la fin de la guerre, il y a à peu près 14 000 personnes qui travaillent à l'Arsenal, peut-être moins, peut-être 13 000. On n'a pas de chiffre précis. Et on accorde des permissions
puisque ces personnels sous autorité militaire. C'est un colonel qui dirige l'arsenal. Et donc, peu à peu, les effectifs baissent. Et puis, lorsque la paix revient, il y a 2500 personnes qui travaillent à l'arsenal, comme c'était le cas avant la guerre. 2500. 2500 après-guerre. Et avant-guerre, c'était 2470 et quelques. Ouais. Et au niveau donc des salaires, comment ça se passe? Alors, le problème, c'est qu'on a besoin d'arsenalistes, disons. Alors, officiellement, c'était l'atelier de construction de l'artillerie. C'était ça officiellement. Donc, on a besoin donc d'arsenalistes et on leur offre de bons salaires. Les salaires, généralement, étaient de l'ordre de 8% au-dessus des meilleurs salaires qui étaient pratiqués dans le milieu ouvrier dans les Hautes-Pyrénées. Et à cela s'ajoutait une prime de vie chère, parce qu'il y avait l'inflation. On avait récolté l'or pour garantir la monnaie, mais ça ne suffisait pas. C'était des dépenses faramineuses. Et donc on utilisait la planche à billets. Et donc la valeur du franc baissait. Et donc les salaires augmentaient, parce qu'on ne voulait surtout pas qu'il y ait des troubles dans les arsenaux. Les hommes, ils avaient intérêt à filer droit, hein, parce que si jamais ils ne filaient pas droit, et direction le front. Hein. Et le but, souvent, c'était d'avoir une place à l'arsenal, parce qu'on ne partait pas au front. On était à l'abri. On était à l'abri, exactement. On était un embusqué, comme on disait à l'époque, hein, c'est le terme qu'on utilisait. Alors, les seuls qui pouvaient faire grève, c'était les femmes. Parce qu'elles ne risquaient pas grand-chose. Elles ne risquaient pas, en tout cas, de partir au front. À la fin de la guerre, dans les derniers mois de la guerre, il y a 3 syndicalistes, parce qu'il y avait 3 attitudes. Soit on est patriote et la guerre jusqu'au bout. Soit une paix blanche, sans vainqueur ni vaincu, soit la paix à tout prix, y compris au prix de la défaite. Et il y avait 3 syndicalistes qui avaient remplacé celui qui était sur une attitude patriotique, et eux, ils étaient pour la paix à tout prix. Et donc, que va-t-on faire ? Alors, les réunions syndicales étaient très peu suivies, parce qu'on ne voulait pas être vu avec ces personnes-là, puisqu'ils avaient une attitude dite défaitiste. Et donc, ces 3 syndicalistes, on va les envoyer dans leur dépôt. Alors, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais quand on va au dépôt, généralement, on est envoyé ensuite vers le front. Tout à fait. Et donc, ce mouvement social, à lire ce que vous avez écrit, ça donne lieu, par la suite, à des grèves quand même mémorables. J'ai lu dans votre livre la fameuse grève de chemin de fer des cheminots, qui s'est soldée par un échec, je crois. Ouais. Hein ? Toutes les grèves se soldent par des échecs, parce que le patronat ne veut pas négocier. Alors les étrangers, c'est très simple, ils sont expulsés, encadrés par les gendarmes, amenés à la frontière, expulsés. Alors ça c'est les étrangers. Ensuite, pendant la guerre, les femmes font des grèves à l'Arsenal et chez Comet. Vous me parliez des salaires. Les salaires des femmes chez Comet, ils étaient extraordinairement bas, 3 francs par jour. Alors que 3 francs de l'heure. Alors que à Bagnères, à l'Arsenal, c'était 8 francs. 8 francs, oui. Et les autorités, c'est très rare. C'est-à-dire les élus, bon, mais ça se comprend, mais le capitaine de gendarmerie et le sous-préfet prennent parti pour les grévistes. On leur a fait des promesses. Et ces promesses ne sont pas tenues. Et les autorités le disent, font des rapports au préfet, qui, j'imagine, l'édulcore un petit peu, mais l'envoie quand même au ministre de l'Intérieur. Et cette grève échouera. Toutes les grèves, celle de Ferrières échoue, celle des forges Euga, qui était dans Tarbes, qui avait surtout des activités artisanales, c'était des techniques artisanales, elle échoue. Et la grève des employés de banque, où, nouveauté, les femmes font grève.
Et dans les rapports, c'est indiqué, même les dames font grève. C'est incroyable ça. Et donc, elles échouent ces grèves-là. Et vous me parliez de la grève des cheminots. Alors là, la grève des cheminots, c'est en mai 1920. Elle échoue. Pourquoi ? Elle échoue d'abord parce qu'à l'époque, il n'y a pas de SNCF. Ce sont des compagnies régionales. Et ces compagnies régionales sont constituées par un personnel qu'on appelle des cheminots, mais qui ont très fort le sens de la solidarité. C'est-à-dire que d'une compagnie à l'autre, on a le sentiment qu'on fait le même métier, et on fait le même métier. Et il y a un employé du PLM, Paris, Lyon, Marseille, qui est sanctionné. Et les cheminots se mettent en grève. Cette grève, à Tarbes, elle est minoritaire. 299 personnes. Alors, on sait tout exactement parce qu'il y a des rapports qui sont faits au préfet. Il y a même des imprimés qui sont prévus, combien il y avait d'employés dans telle entreprise, combien sont des grévistes, combien ceci, combien ils gagnent. Enfin, là, on a tous les renseignements. Et donc, 299 grévistes sur 1400, près de 1500 cheminots. C'est énorme. Parce que Tarbes a eu la chance de se trouver sur la ligne qui unissait Bordeaux à Sète. Et donc là, il y avait un effet ferroviaire très important parce qu'il y avait des ramifications qui partaient vers la montagne aussi. Oui. Parce qu'il y avait des usines. Donc, ces cheminots se mettent en grève et finalement, ils échouent. Et 89 d'entre eux sont révoqués. Et que font-ils ? Ils demandent des passeports pour la Russie bolchevique. Ce n'est pas encore l'URSS. Ça va devenir l'URSS. Et les autorités sont estomaquées. Comment ils veulent aller en Russie ? Mais ce n'est pas possible. Parce que, c'est le mythe de la Russie qui se crée à ce moment-là. Là-bas, à l'Est, le soleil s'est levé. Donc la classe ouvrière va connaître une période heureuse. Ce qui ne sera pas le cas. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, les autorités sont estomaquées parce qu'elles voient ces demandes. Alors, je ne sais pas ce qu'ont devenu ces demandes. Ce que sont devenues ces demandes. Ce que je sais, c'est qu'en 1925, c'est le cartel des gauches qui gagnait les élections, alors que les précédentes avaient été gagnées par le Bloc national, qui n'a fait aucune concession, et que Édouard Herriot, qui dirigeait le gouvernement, va réintégrer dans les compagnies de chemin de fer tous ceux qui avaient été licenciés. Donc, c'est un échec. Donc, échec, et en même temps, je veux revenir sur, si vous le permettez, sur l'entre-deux-guerres. Oui. Si je vous ai bien lu, oui. Vous me rectifierez si je me trompe, c'est une conversion qui est réussie. On est passé des industries d'armement tout à fait. À des industries civiles. Tout à fait. Et ça m'a interrogé, puisque, vous le savez, j'ai réfléchi beaucoup au devenir funeste de l'Arsenal. Là, ça a été une conversion réussie. Bon, il y a deux entreprises qui se sont reconverties. Alors, il y en a une qui était à Pierrefitte, qui était la Norvégienne de l'Azote, qui avait pour objectif de faire des explosifs, faisait de la nitroglycérine. Mais elle a fonctionné quelque temps, elle a eu beaucoup de problèmes pour recruter de la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre qualifiée était relativement rare dans les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées étaient un pays d'agriculteurs, de paysans, comme on disait à l'époque. Et donc, ça a été reconverti et c'est devenu une usine qui produisait des engrais pour les agriculteurs. Et à Lannemezan, il y a eu également une succursale de la poudrerie de Bergerac, qui était une succursale de la poudrerie de Toulouse. Et donc, on a fait une poudrerie. Et elle n'était pas achevée à la fin de la guerre. Foch est passé en train par là, et tous les soldats étaient au garde à vous le long de la voie pour le saluer. Mais ce n'était pas terminé, c'était en voie d'achèvement. Et cette usine, qui va devenir la SPA, ce que les Lannemezanais ont appelé le cantonnement, puisqu'il y avait des logements pour des ouvriers qui s'installeraient là, qui étaient prévus des ouvriers militaires, c'est-à-dire des affectés spéciaux. Eh bien, cette usine est vendue. Elle est vendue et elle devient la SPA, la Société des produits azotés. Donc là aussi, on fait des engrais. Seulement,
Alors, je continue sur les paysans, parce qu'il y a, après la guerre, de très bonnes récoltes. Et grâce aux engrais, mais de très bonnes récoltes. Seulement, de très bonnes récoltes, la loi de l'offre et de la demande, les prix baissent. Que font les agriculteurs? Ils réagissent en produisant davantage. Les prix baissent encore. Alors là, ils ont compris. Ils ont compris, c'est une crise des ciseaux. C'est-à-dire qu'ils vendent des produits agricoles dont les prix baissent, ils achètent des produits industriels dont les prix montent. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, ils n'achètent plus d'engrais. Et comme ils n'achètent plus d'engrais, les usines qui produisaient d'engrais et qui utilisaient comme source d'énergie l'électricité, n'ont plus besoin d'autant d'électricité. Et comme en montagne, c'était des barrages qui produisaient l'électricité, on arrête la construction de barrages. Donc, la crise arrive par l'agriculture, touche l'industrie, toute cette chaîne économique qui s'était créée à partir des initiatives de la Compagnie des chemins de fer du Midi, tout cela s'arrête peu à peu. Il faut quand même savoir qu'au plus profond de la crise, c'est 20 à 25% de la production en moins dans les Hautes-Pyrénées. C'est considérable. C'est plus qu'aujourd'hui, hein. C'est plus qu'aujourd'hui avec la pandémie. Et parlez-nous alors, parlez des engrais, etc., des vallées, et l'aluminium alors. Ah, l'aluminium. Et l'aluminium alors. L'aluminium, c'est une des premières industries que l'on crée dans le département. C'est en 1906. Et c'est à Bayreuth que, grâce à l'électricité, on fait les premières productions d'aluminium. Mais c'est pas très satisfaisant, la productivité n'est pas suffisante. Alors très vite, Bayreuth se spécialise dans le corindon. Corindon. Le corindon est un abrasif extrêmement puissant qui sert à beaucoup de choses, qui a servi par exemple dans les composants de la céramique à une certaine époque. Donc c'est un abrasif à des usages divers. Et puis à Lannemezan, on fait aussi de l'aluminium parce qu'on est à côté de la montagne. Donc des usines s'installent d'aluminium, aussi bien à Bayreuth qu'à Lannemezan. Mais là, c'est plutôt Péchinet qui s'installe. Parce qu'ensuite, ça va basculer, et ça bascule au moment de la Seconde Guerre mondiale. Parce que l'Italie est fasciste, alliée de l'Allemagne nazie. Et les productions d'aluminium sont vulnérables, puisque l'Italie est juste à côté. Alors, on les envoie à Lannemezan. Et là, à Lannemezan, c'est Ugine qui s'installe. Et donc, vous avez l'aluminium qui se développe à ce moment-là, avec, je dirais, une production très importante, avec des lingots, des tôles, des barres en aluminium pur, avec un laboratoire qui vérifie la pureté du métal, etc., etc. Donc, effectivement, Bayreuth et Lannemezan, au départ, c'est l'aluminium. Puis ensuite, ça se diversifie, bien entendu. Et alors, au fur et à mesure que se développe cette industrialisation dans le département des Hautes-Pyrénées, on a parlé, je reviens aux mouvements sociaux. Oui. 1895, je crois, création de la CGT. Oui. Et puis, ce mouvement, d'après ce que j'ai lu et d'après mes informations, se développe un fort syndicalisme avec des dirigeants syndicaux, mais y compris avec les scissions à l'intérieur de la CGT, entre la CGT et la CGTU. C'est ça. Comment ça se passe ici? Et y compris avec la création du Parti communiste, et tout ça, ça fait partie de cette histoire-là. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, jusqu'au congrès de Tours, décembre 1920, il n'y a pas de Parti communiste. Il n'existe pas. C'était la SFIO. La SFIO qui avait été créée en 1905. Et donc, il n'y avait pas de communistes, mais la révolution bolchevique avait eu lieu. Oui. Et là-bas, à l'Est, le soleil s'était levé. Tout à fait. Et la SFIO organise un grand congrès pour savoir si elle adhère ou non à la SFIC, Section française de l'Internationale communiste. Et les socialistes se réunissent en congrès à Tours. Et à une majorité nette, ils choisissent d'adhérer à la troisième internationale, c'est-à-dire la SFIC. Et ils acceptent les 21 conditions proposées par Moscou. Oui. Et parmi ces conditions, il y en a
plusieurs qui sont importantes, bien entendu, mais il y en a une qui est essentielle, c'est que les communistes forment une sorte de grand parti transnational, mais dont la direction se trouve à Moscou. Et ils acceptent d'obéir aux directives de l'international, qui, bien entendu, est dirigé par ceux qui vont devenir des soviétiques. Mais il y a une scission qui se fait. Et dans le département, les chiffres disent qu'il y a 250 adhérents à la SFIO. Je pense que c'est un petit peu exagéré, comme c'est souvent exagéré dans les partis politiques. Donc c'est un peu exagéré. Mais une majorité adhère à la SFIC. Une minorité reste à la SFIO. Comme dit Léon Blum, nous garderons la vieille maison. Mais c'est une minorité. Et donc la SFIC est majoritaire, mais peu à peu, comme elle mène une politique que je trouve suicidaire, c'est-à-dire classe contre classe. C'est-à-dire les ouvriers ne font pas d'alliance avec les bourgeois ou les petits bourgeois ou ceux qui pourraient se rallier à eux. C'est entre ouvriers. Et donc, classe contre classe, le Parti communiste, qui n'est pas le Parti communiste français. Le Parti communiste français, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le Parti communiste voit un déclin de ses effectifs au niveau national et au niveau local. Et peu à peu, la SFIO reprend le dessus au niveau des effectifs. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau syndical, il y a aussi une scission. La CGT était dirigée par Léon Jouot qui était socialisant. Je ne sais pas s'il était au Parti socialiste ou à la SFIO, j'en sais rien, mais il était socialisant, ça c'est sûr. Donc, ceux qui sont favorables à la SFIC choisissent de quitter la CGT et de former un autre syndicat qu'on appelle la CGT unitaire. Alors il y aura une réunification en 1936, après le Front populaire. Mais entre-temps, il y a une grève qui est dirigée aux établissements Gache, oui, aux Forges et Ateliers des Pyrénées, Forges et Ateliers des Pyrénées, au FAP, donc dirigée par la CGTU et les communistes. Parce qu'il y a osmose entre eux. Oui. Les militants communistes sont à la CGTU. Il y a quelques sympathisants en plus, bon, mais... Il n'y a plus que de la porosité. Oui, absolument. Et alors, dans les affiches, parce qu'elles sont aux archives, c'est les affiches de cette grève. Cette grève est motivée par deux raisons. La première, c'est des augmentations de salaire uniformes. Et la seconde raison, c'est de participer à une journée internationale organisée par les communistes. Donc il y a un petit peu confusion des genres. Et il y a des affiches qui sont signées par le Parti communiste, par la cellule, et qui soutiennent la grève et qui parlent de la grève. Il y a des tracts qui sont distribués, non aux assurances sociales. J'ai vu ça. C'est quelque chose d'étonnant aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, les syndicats revendiquent au contraire une bonne protection sociale, bien entendu. Et cette grève, bon, au début, elle est très calme, mais le gouvernement va utiliser tous les moyens pour la faire échouer. Alors, les effectifs des grévistes montent, et puis à partir d'un certain moment, ils commencent à descendre. La réponse de Gache, c'est toujours la même. Nous embauchons. Un ouvrier qui se met en grève rompt l'accord qui le liait à son patron. C'est un accord individuel. Il n'y a pas de convention collective. Donc il a rompu cet accord. Et donc il n'est plus salarié de l'entreprise. Donc quelqu'un qui est en grève se retire de l'entreprise. Et Gache dit, nous embauchons. Donc vous êtes en grève, mais venez, on vous embauchera à nouveau. Il y a même en 1932, je crois, un représentant syndical qui va rencontrer le patron de l'Alstom. Et il apporte les revendications des ouvriers, on lui dit « Monsieur, on vous reçoit à titre individuel ». Et à la fin de l'entretien, on l'écoute, mais on le licencie. Donc être représentant syndical, c'est vraiment avoir le sens du sacrifice, hein, parce qu'on est presque sûr de se faire licencier.
Parce que les conventions collectives, c'est l'ébauche, mais ça n'existe pas en tant que, je dirais, les mêmes conditions pour tous les salariés, quoi. Par catégorie, bien sûr. Oui, mais c'est pas institutionnalisé. Voilà, Ouais. voilà. Voilà. Alors, Et c'est un échec. vous avez parlé des constructions électriques de France. Oui. Il y a encore d'ailleurs au Oui. Carrefour chez Poca, Tout à fait, tout à fait. le fameux Surtout, il faut le conserver, ça. Il faut le conserver, tout à fait. faut pas l'abattre. qui est devenu Alstom, Oui, mais qui pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, oui, et a été pris par Hispano-Suisse. Alors, tout à fait. racontez, et en plus, il y a eu l'implication, le général Potier, Oui, on le a commando parlé hispano. aussi, le commando hispano. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de construction électrique de France, Alstom, Hispano, et Alstom après? Alors, les constructions électriques de France, c'est une très très grande entreprise. C'est une très grande entreprise qui fait les fameuses locomotives électriques, bien entendu, qui a un secteur qui fait des turbines et des alternateurs, donc qui est spécialisé dans le courant électrique. Les constructions électriques de France fusionnent en 1932 avec Alstom, qui est une entreprise, Alstom, ça veut dire alsacienne au départ. Ouais. Hein. Et donc, comme Alstom est revenu, l'Alsace et la Lorraine sont revenus à la France après la Première Guerre mondiale, Alstom s'installe, a fait une fusion avec les constructions et s'installe à Tarbes. Donc c'est une très grande entreprise qui fonctionne aussi avec des commandes de l'État. Je crois que l'État commande 100 moteurs de tramway pour la ville d'Alger. Donc voilà, il y a du travail, Et on arrive je dirais, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et là, Alstom a une idée qui est un peu difficile à comprendre, mais enfin c'est son idée. Elle décide de quitter Tarbes et d'aller dans la région parisienne. La région parisienne, l'Allemagne nazie n'est pas si loin que ça. Et puis on sait, l'histoire, elle a été ce qu'elle est. La France subit une défaite absolument terrible à la campagne de France de 1940. Et donc Paris est occupé. Paris est occupé par l'armée allemande le 14 juin 1940. Et donc, Alstom, je ne dis pas qu'il disparaît, puisque les Allemands font travailler les usines françaises pour leur effort de guerre. Mais comme les locaux d'Alstom se sont libérés, puisqu'Alstom est parti, c'est Hispano-Suiza qui s'installe. Hispano-Suiza est spécialisé dans les moteurs d'avion. Alors là, on rentre dans quelque chose qui est un petit peu méconnu, je trouve. C'est que Laval va marchander avec l'Allemagne nazie ce qu'on appelle la relève. C'est-à-dire que trois paysans, parce que ce sont des paysans essentiellement, qui reviennent en France, qui sont libérés, c'est un ouvrier qualifié qui doit partir en Allemagne, qui doit aller travailler en Allemagne. C'est la relève. Ça ne marche pas. Alors, comme ça ne marche pas, on requiert des ouvriers pour partir en Allemagne, dans le cadre de la relève. Ils se mettent en grève. Alors, comme ça ne marche pas non plus, eh bien, l'Allemagne demande à Vichy de créer le STO, Service de travail obligatoire. Service de travail obligatoire se développe, mais très vite, il y a des réfractaires. Il y en a de plus en plus. Et le taux de réfractaires monte. Ils alimentent les maquis d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux. Alors les Allemands se disent, pourquoi envoyer les ouvriers français en Allemagne alors qu'il y a tant de réfractaires? Pourquoi ne pas les faire travailler en France? Et ce sont les fameuses usines S, du nom du ministre de l'Armement de l'Allemagne nazie, Speer, qui passe un accord avec Bichelon, qui est le ministre de la production industrielle de Vichy. Et donc ces ouvriers français qui restent en France et qui travaillent dans les usines S, on la garantit qu'ils n'iront pas en Allemagne. Seulement, ils travaillent pour les commandes allemandes, pour l'armée allemande. Alors les Alliés se disent, mais il faut les bombarder pour empêcher la machine de guerre nazie de fonctionner. Et ils commencent à les bombarder. Toulouse est bombardée, Figeac est bombardé, il y en a d'autres qui sont bombardés. Et Morin-Saulnier est bombardé. Morin-Saulnier, c'est pas très loin de Tarbes, mais c'est dans la campagne, il y a peu de morts, il y a une victime, je crois, une bombe qui tombe d'une ferme un petit peu éloignée.
Mais l'usine repart. Et ensuite, les Alliés se disent il faut bombarder Ismano-Suiza, il faut bombarder l'Arsenal. Alors là, c'est une autre paire de manches, parce que c'est dans l'agglomération. Et il y aurait des morts nombreux. Alors, la résistance obtient qu'elle ait un délai pour faire un sabotage, pour saboter la production. Et comme vous le disiez, bien effectivement, cela réussit à Hispano-Suiza, où un sabotage est mené par le commando hispano, et cela réussit également à l'Arsenal, où les rayeuses qui font des canons pour l'armée allemande sont sabotées, 3 explosions, la production de l'Arsenal est provisoirement arrêtée. Donc la résistance a permis que cela ne débouche pas sur un drame humain, finalement. Et alors, il y a une tête de chapitre dans votre livre que j'ai trouvé très intéressante et qui doit nous interroger. Donc on passe au lendemain de la guerre et vous écrivez « La solidité illusoire de la grande industrie ». Je ne vous cacherai pas que je partage. Mais enfin, dites-nous. C'est assez difficile de ne pas partager. Parce qu'effectivement, on a le sentiment dans les Hautes-Pyrénées qu'on revient à la normale, que le temps de la crise est effacé et que les industries sont là et elles ont belle allure encore. Elles ont belle allure. Seulement, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en dehors de celles que j'ai citées, Soulé, Gache, ce sont des capitaux extérieurs au département. Et ce sont des grands groupes qui ont la maîtrise de la stratégie. Alors, solidité illusoire, parce que ces industries dépendent de donneurs d'ordre qui ne se trouvent pas dans le département. Les donneurs d'ordre sont la direction des grands groupes. Alors, certains font de la sous-traitance et dépendent donc de commandes comme la Socata. La Socata qui va mettre au point l'avion d'affaires de tourisme, qui est, on a dit, la rose du ciel. Oui. Mais en même temps, c'est 20% de son activité. Oui. Et donc le reste, c'est la sous-traitance. Pour Sudaviation, qui va devenir Airbus, pour Pothèse, pour ADS, etc. Donc beaucoup de sous-traitance. Autrement dit, il suffit que ces commandes cessent pour que les choses s'effondrent. Alors on a 2 exemples qui sont tragiques, 3 exemples qui sont tragiques. Alors, l'Arsenal, on en a parlé un petit peu, on pourrait y revenir éventuellement, mais il y a par exemple le cas de la Serra-Vert, qui est dans le groupe CGE, et le groupe CGE va regrouper ses activités dans la Drôme, mais d'abord, le groupe CGE avait reçu des commandes d'Eurodif pour la centrale de Tricastin, où il s'agissait d'enrichir de l'uranium. Il fallait des filtres extrêmement complexes, et donc la Serra-Vert avait obtenu le marché. À l'époque, il y avait un seul donneur d'ordre, mais on ne s'en inquiétait pas parce qu'on se disait le parc nucléaire français va se développer. Et c'est vrai qu'il s'est développé. Mais lorsque la commande a été terminée, il n'y avait pas d'autre donneur d'ordre. Donc ça veut dire que le regroupement des activités, plus de commandes, et dans le site de Bazette qui va dans la Drôme, et Bordère, la nouvelle usine qui est créée, disparaissent. Et la société de matériel de forage, c'est exactement la même chose, qui passe par les mains de groupes français pour se retrouver finalement entre les mains de Hugues Toul, qui veut barrer la route en concurrent nord-américain, Smith International, qui veut s'implanter en Europe, et pour l'empêcher de s'implanter en Europe, il achète les usines qui peuvent exister. Jusqu'au jour où il se rend compte que la productivité n'est pas suffisante, les horaires, il faut les revoir. Bon, bref, ça tourne mal. Il a d'autres usines en Europe et il décide de fermer le site de la société de matériel de forage. C'est le management américain. Et voilà, c'est le management américain. Et d'autant plus que le groupe de la société de matériel de forage est introduit dans les circuits financiers de Hugues Toul et qui perd de sa valeur. Et que cela handicape sa production. Bon, bref, c'est fermé. Quant à l'Arsenal, en 2006, c'est 2006, plus personne. Voilà, plus personne.
Bien entendu, bon, alors, il est indispensable qu'on s'oriente vers une nouvelle reconversion Oui. de l'économie, Oui. de l'industrie, Oui. etc. Oui. Et nous avons passé pas mal de temps là-dedans. Vous l'abordez d'ailleurs dans votre livre sur le dernier chapitre. Et je pense qu'il faudra que nous y revenions parce que c'est un enjeu fondamental. Ah, mais je suis bien d'accord. C'est un enjeu fondamental. Je suis d'accord. Nous avons, avec le Radio UTL, nous y travaillons, nous avons vu Boustec Oui. avant-hier, etc. etc. Je pense que vous avez réfléchi aussi là-dessus et que vous avancez. Alors, d'après vous, comment vous voyez un peu est-ce qu'on a des atouts? Oui, on a des atouts. On a des atouts. On a des atouts, bien sûr. Atouts, est-ce que les faiblesses, est-ce qu'on peut les surmonter? Ben, les faiblesses, je dirais que c'est une question de positionnement géographique. C'est-à-dire on est une périphérie. On est à l'extrême limite de cette grande région qui était Midi-Pyrénées auparavant, mais qui est maintenant l'Occitanie. Et on jouxte la Nouvelle-Aquitaine. Toulouse est dévorante. C'est-à-dire qu'elle prend tout, hein. Tout ce qui peut se présenter. Elle s'étend. Et nous, on est un département qui a été industriel, qui l'est encore dans une certaine mesure, mais qui se trouve à une extrémité. Alors, est-ce qu'on va regarder vers l'ouest, vers les pays de l'Adour, mais on sort des sacro-saintes limites territoriales qui marquent une région, mais il y a Pau, il y a Bayonne. Est-ce qu'il est possible d'associer Tarbes, Pau, Bayonne? Point d'interrogation, ça reste à faire. Moi, je ne lis pas l'avenir. Et puis l'avenir, il appartient à ceux qui le feront. Et puis, il y a également le fait que la route soit barrée vers l'Espagne, parce que la percée centrale des Pyrénées a échoué. Et pardon de vous couper, Oui. José Cuvero, Oui. mais Colomès de Julian Oui, avait oui, eu l'idée tout de à la fait, traversée tout à centrale des fait, Pyrénées. tout à fait. Il avait déjà pensé à ça, il avait échoué lui Il avait aussi. échoué, oui. Il avait échoué lui aussi. Bon, là, ça a échoué. On a prévu une solution alternative par la Vallée d'Or. À mon avis, elle n'a pas été défendue de façon très efficace. Donc, pour l'instant, les choses sont annulées là. Bon, bien sûr, il y a le tunnel d'Aragnoët. Il est plus anecdotique qu'autre chose, hein. Bien sûr, les voitures de tourisme elles peuvent passer, mais les gros camions, d'autant plus que par la vallée, par le Lavedan, c'était un projet de ferroutage, Tout à qui fait. était tout à fait adapté à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Tout à fait. Bon, on n'est pas enclavé non plus, parce qu'il y a une autoroute, mais avec des déconvenus par rapport aux Palois. La bretelle Pau-Langon, elle a été déportée vers l'ouest. Si elle avait été déportée vers l'est, ça laissait une chance à Tarbes. Alors, on a créé, ça c'est l'atout maître, je pense quand même, on a créé une université de Mille qui n'est pas une véritable université. Ce n'est pas une université technologique, mais il y a au moins une filière technologique qui est représentée par l'IUT et qui est représentée par l'ENIT. Alors, il y a d'autres activités, bien entendu. Il y a les STAPS avec les activités physiques, il y a l'IRTH avec le tourisme, il y a les classes post-bac avec les lycées comme Jean Dupuis et Théophile Gautier et Marie Curie aussi. Bon, donc, il y a des atouts. Il y a une inversion de l'emploi entre les grands groupes et les petites et moyennes entreprises. Avant ce changement de paradigme, on peut dire que les 2/3 des emplois étaient dans les grands groupes. Aujourd'hui, c'est dans les petites et moyennes entreprises. Seulement, ces petites et moyennes entreprises, elles sont souvent performantes, elles trouvent un personnel qui est formé sur place, même si une partie importante s'en va, bien entendu, et tout le monde ne trouve pas de l'emploi. Donc, je dirais que la balle est dans le camp de ceux qui gèrent ces petites et moyennes entreprises, avec une association entre la recherche et le développement, puisqu'elle tire profit de tout cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans la moyenne nationale, à peu près, pour l'emploi industriel, à peu près. À peu près, oui. Et que cette université de Mille
par la formation du personnel à l'IUT et à l'ENIT, donne une nouvelle chance. Je l'espère, je le souhaite. Mais bon, encore une fois, moi je ne suis que moi. C'est-à-dire pas grand-chose. Oui, nous le souhaitons tous, José Cubero. En tous les cas, merci de cet entretien qui a été riche au niveau de son contenu et qui donne, je crois, envie aux auditeurs de lire ce livre, Histoire sociale et industrielle de Haute-Pyrénées, les entrelacs du local et du national. Oui. Mais je pense, José Cubero, sans trop m'avancer, que la réflexion que vous avez menée à travers ce livre mérite d'autres développements. Sous quelle forme, il faudra les envisager. Ce n'est pas à moi de décider, vous verrez avec les différents interlocuteurs, mais je pense que ça serait nécessaire pour la connaissance, pour l'information, je dirais même presque l'éducation. Oui, tout à fait. L'éducation. L'éducation aussi, bien sûr. De connaître cela, pour mieux se projeter à l'avenir Tout à fait. et ne pas commettre les erreurs qui ont été commises jusqu'à maintenant. Absolument. En tous les cas, merci José Cubero, et ce livre donc est édité aux éditions Kern. C'est moi qui vous remercie. Merci José.